Donc, bienvenue à toutes et tous dans cette première semaine de base de Blender. Donc je vous souhaite un bon tuto. Nous allons découvrir comment réaliser cette petite fermette à base de quelques outils, histoire de pouvoir maîtriser les bases vraiment de Blender. Donc je vous souhaite un très bon tuto et vous dis à très bientôt. Voilà, il faut bien commencer. Donc, dans un premier temps, nous allons donc télécharger le logiciel. Donc, allez bien sur blender.org. Ne tapez pas Blender juste dans un moteur de recherche. Il y a de grandes chances que si vous n'êtes jamais allé sur ce site avant, il vous mettra en lien direct des publicités pour des mixeurs, vu que c'est le nom de Blender en anglais. Donc, quand vous arrivez sur le site de blender.org, vous faites download et ça vous met dans une autre page qui vous permettra là sur le bouton bleu de télécharger donc le logiciel. Il est normalement pour toutes les plateformes, donc si jamais vous avez besoin pour un autre ordinateur qui a un autre système non connecté à votre internet, vous pouvez le télécharger sur différents supports. Voilà, donc première chose, on installe le logiciel. Avant votre premier démarrage, je vous conseille ceci. Donc là, je suis dans le dossier d'installation de Blender. Donc là, j'ai mis la 3.3 pour avoir une autre version que je vais lancer pour la première fois avec la vidéo. Donc ce que je conseille, c'est que dans le dossier d'installation, la première chose, c'est dans le dossier de la version, la 3.3, je recrée un dossier config qui permettra comme ça de stocker toutes les données du logiciel dans ce dossier-là et non dans les dossiers système perdus je ne sais où. Vous retrouverez comme ça automatiquement toutes vos configurations, ce qui rend aussi votre version transportable. Vous pouvez prendre le dossier ensuite de Blender, le copier sur une clé USB et le lancer d'un autre poste. Aussi, donc à partir du moment où vous avez fait ça, donc là aussi, là, quand vous êtes sur Windows, par contre, pour éviter tous les problèmes de sauvegarde de paramètres du logiciel, je vous conseille de le lancer en mode administrateur. Il y a deux solutions. Soit vous lui demandez directement exécuter en tant qu'administrateur à partir du clic droit sur l'icône du lancement du logiciel, soit vous allez dans les propriétés et vous le faites pour de bon. Dans compatibilité, vous cochez exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Appliquer, OK. Donc une fois que le logiciel s'est lancé, voici d'écran d'accueil. Ce que je conseille, donc moi je vous l'enseignerai complètement par défaut. Je vous conseille d'utiliser la langue anglaise par défaut. Toutes les ressources que vous trouverez sur Internet sont en anglais. Donc je vous conseille de passer directement à Next. Et nous voici ici dans l'esprit Blender. Donc différents ateliers sont directement proposés ici, en faisant de la 3D, l'animation 2D, la sculpture, des effets spéciaux, l'édition web, etc. etc. Vous pouvez ouvrir des fichiers, etc. Donc cette fenêtre, si jamais vous voulez la rouvrir pour je ne sais quelle raison, réutiliser ces fonctions, par exemple, vous pouvez très bien passer par l'icône de Blender et rouvrir le splash screen pour avoir à nouveau cette fenêtre. Donc nous voici dans l'interface de Blender. Donc à partir du moment où on clique n'importe où, hop, le splash screen s'en va, l'écran d'accueil. Et donc là, la première chose qu'on va imaginer, c'est que tout ce qui concerne en fait le logiciel se trouve tout en haut. Dès qu'on sort de cette partie-là dans le logiciel, tout sera configuré en différents panneaux. On verra ça au fur et à mesure. Il y a une barre encore tout en bas de propriétés et contextuelles. En fonction de ce que vous avez comme option, ici seront indiquées les options à la souris ou pas. Et la version de votre logiciel qui sera tout en bas à droite. Donc la première chose que l'on va regarder dans le menu justement du logiciel, c'est passer par le panneau des préférences, par Edit, Préférences. Et quand vous arrivez pour la première fois, vous pourrez ici zoomer ou dézoomer pour pouvoir tout simplement améliorer la visibilité de votre interface, la lecture. Par exemple, je vais mettre à 1.33. Ça me permet de vous montrer tout simplement comment fonctionne ce bouton. Donc, par défaut, c'est à 1, donc je peux rentrer une valeur chiffrée. On peut, si on est vraiment ultra pas pressé, passer par les petites flèches qui vous permettront d'aller en négatif ou en positif de la valeur. Ou alors on apprend à utiliser le clic et glisser avec votre souris, un clic gauche enfoncé, et je bouge ma souris vers la gauche ou la droite pour faire varier tout simplement ce bouton. Ce que l'on va constater en plus, c'est qu'une fois qu'on a compris son fonctionnement, on le trouvera partout dans l'interface de Blender. Donc cette fonction sera vraiment utilisée de partout. Autre chose, si jamais vous avez choisi une langue, par exemple votre langue, bah, vous pouvez ici revenir en langue anglaise, si vous en avez besoin. Par exemple, quand vous suivez un tuto avec une version anglaise du logiciel. Donc à n'importe quel moment, Blender est très 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 fluide. Vous pouvez à n'importe quel moment changer toute l'interface en quelques clics.
et tout simplement l'utiliser comme vous le souhaitez. Par contre, je vous conseille de le regarder en anglais, moi de l'apprendre en anglais, c'est vraiment la meilleure des solutions après pour pouvoir utiliser tout ce qui existe en ressources sur le net. Donc voilà, dernière petite chose qu'on verra dans le panneau des préférences, en fonction de votre système, vous aurez la possibilité d'accélérer graphiquement votre logiciel pour que les cartes graphiques assistent le processeur de la machine pour pouvoir faire tourner plus vite et avoir une image plus belle directement en temps réel dans votre fenêtre. Donc là, je suis sur un PC, donc il y a des options pour PC, par exemple OptiX, étant donné que j'ai une GeForce RTX, je peux aussi lui demander, tant que mon ordinateur n'utilise pas vraiment de ressources graphiques ailleurs que dans le logiciel, d'utiliser une deuxième carte. Étant donné que là, je suis en train d'enregistrer, en laissant ma carte justement Intel, je peux, à mon avis, comme ça, m'assurer d'avoir de la puissance graphique pour les applications qui tournent pour l'enregistrement. Donc, sur Macintosh, vous aurez une option métal qui vous permettra, pour ceux qui sont heureux possesseurs de la puce métal, l'accélératrice graphique des MacBook Pro, l'utiliser comme accélération graphique. Si vous n'avez rien de sélectionnable dans les options, c'est simplement que votre ordinateur n'a pas de carte compatible en accélération. Ce n'est pas grave, ça tournera bien évidemment moins vite en affichage 3D, mais en tout cas, vous aurez le processeur qui lui permettra quand même d'afficher quelque chose. Donc, quoi qu'il arrive, si votre machine n'a pas plus de 5 ans, on va dire, elle devrait fonctionner avec Blender, en tout cas pour en apprendre les bases. Donc une fois qu'on a compris, donc ça c'est tout pour tout le logiciel, donc à partir de là, nous sommes dans des panneaux. Les panneaux sont des panneaux que vous pouvez changer de taille à volonté. À n'importe quel moment, File, New, Général, vous pourrez revenir à une interface par défaut. En cas de gros problème, vous pourrez aussi aller dans File, Défaut, Load Factory Setting, ce qui permettra de remettre un Blender tout neuf, mais par contre enlèvera les paramètres que vous avez choisis dans les préférences et compagnie. Donc maintenant, nous allons nous intéresser un peu à la vue 3D et aux différents panneaux. Donc on va commencer par déjà, pour vous faciliter la vie, s'afficher l'axe de la hauteur. Donc notre scène, donc c'est l'espace de travail dans lequel on évolue en 3D, on appelle ça une scène, et on peut y afficher, hop, des options par-dessus. Ce bouton ici, l'overlay, donc la superposition, vous permettra donc de choisir d'afficher ou masquer des options comme la grille et compagnie et compagnie. Donc là, ce que je vous conseille, quand vous débutez avec Blender, c'est d'afficher l'axe Z pour bien comprendre la hauteur. Donc dans les conventions de Blender, sans polémiquer sur les différents logiciels qui utilisent ou pas le Z comme la hauteur, dans Blender, le Z représente la hauteur, le X la largeur et le vert la profondeur. Vous avez ici des outils d'assistance de navigation dans la fenêtre. Un simple cliquer-glisser dans votre, on va dire, boussole 3D vous permettra de faire pivoter votre vue. Un cliquer-glisser de haut en bas avec la loupe, un zoom. Un cliquer-glisser avec la main vous permettra donc de glisser. Vous n'êtes pas limité à la taille de l'écran. C'est-à-dire que si vraiment vous avez besoin de vous déplacer, vous y allez, c'est faisable. Donc on va constater surtout l'importance de la molette. Déjà dans ma fenêtre 3D, si je roule ma molette, on va voir qu'on va pouvoir zoomer, dézoomer. Je vais mettre mon interface toute petite pour que mes barres d'outils ne s'affichent pas entièrement et savoir qu'à partir du moment où votre souris se trouvera, vous pourrez faire défiler les options correspondant au panneau où vous vous situez. Par exemple, la barre ici du panneau propriété, la barre par exemple ici qui n'est pas en entière là, de la fenêtre de la vue 3D, etc., etc. Donc dès que les options ne seront pas affichées entièrement dans les panneaux et en fonction contextuellement de la position de votre souris, vous ferez donc comme ça défiler verticalement ou horizontalement vos options. Dans la vue 3D, elle vous permettra tout simplement de zoomer et de dézoomer. Donc quand vous allez commencer à zoomer ou dézoomer dans votre fenêtre, donc là j'ai affiché un add-on qui vous permet de voir tout ce que je fais avec ma souris ou mon clavier. Et donc on roule la molette pour zoomer ou dézoomer. Petite indication tout de suite sur une option qui va vous permettre, si jamais vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous êtes, vous pouvez très bien View, Frame Selected ou Frame All, on verra après pour le Selected, en tout cas Frame All,
hop, qui vous permettra de refaire un zoom sur votre scène. Pour ceux qui n'ont pas les boutons du pavé numérique, vous avez une option que je vais tout de suite vous montrer qui vous permet d'ajouter ou d'enlever, bien évidemment, des options dans un menu rapide, le Quick Menu, le Quick Favorite. Par exemple, le Frame All, je ne veux pas avoir à chaque fois aller le chercher dans mon menu. Clic droit sur le bouton Frame All et je vais l'ajouter Add to Quick Favorite. Du coup, quand je vais appuyer sur Q, je vais pouvoir Frame All. Donc là, je dézoome, Q, Frame All, hop, je reviens et je vois comme ça toute ma scène. La seconde fonction que l'on va voir, avec notre molette, quand on appuie dessus comme un bouton. Vraiment, j'appuie sur ma molette et je bouge ma souris. Et là, on va obtenir exactement pareil que dans le clic gauche glissé dans notre sphère là-haut, la possibilité directement de s'orienter dans notre vue. La même chose avec le bouton majuscule plus le clic molette vous fera glisser. Exactement comme le clic gauche ici du bouton. On s'attend un jour à une version tablette. CTRL plus le bouton de la molette enfoncée permettra d'avoir un zoom progressif. On peut constater que quand on zoome en roulant la molette, on a un zoom incrémenté. À partir du moment où je fais CTRL et je clique avec le bouton central donc de la molette, j'ai un zoom progressif. Donc majuscule molette va vous permettre de glisser. CTRL molette de zoomer, dézoomer progressivement. Et juste la molette enfoncée vous permet de tourner. Donc maintenant, nous allons voir comment choisir autour de quoi notre orbite se fait dans notre scène. Donc les différentes façons. Donc par exemple, on va commencer à découvrir donc la sélection qui va nous permettre déjà de pouvoir sélectionner différents objets. Donc dans le panneau qui est en haut à droite, par défaut, qui est l'outliner. Donc chaque panneau aura une icône permettant de retrouver facilement chacune des options. Donc ici, si je veux mettre par exemple la vue 3D, hop, je peux mettre le 3D viewport. Je peux revenir à l'outliner. Hop. Et donc l'outliner va nous permettre de sélectionner. Donc là, par exemple, si je refais mon Quick Favorite Frame All, je vois toute ma scène. Et donc là, si je viens par exemple cliquer sur la caméra, le cube ou la lumière, qui sont les trois objets présents à la création d'une nouvelle scène dans Blender, on les voit, comme on dit, mis en surbrillance. Donc dans l'outliner, par exemple, pour sélectionner, avec majuscule, je vais pouvoir prendre toute une liste, exactement comme dans un dossier d'ordinateur. Hop, il va tout prendre. CTRL me permettra d'enlever ou d'ajouter, si j'ai envie, des éléments. Dans la scène, un simple clic sur une géométrie me permettra aussi de la sélectionner. Un simple clic. Pour les additionner, par contre, il faudra utiliser majuscule. Pour les additionner et aussi pour soustraire. On verra aussi qu'il y en a un qui devient jaune. En fait, c'est celui qui sera le père de la hiérarchie. Quand vous avez plusieurs éléments sélectionnés, en recliquant sur un des éléments sélectionnés, s'il est orange, hop, il redeviendra jaune. Nous verrons l'intérêt de faire ça plus tard. Pour désélectionner, tout simplement, je peux cliquer dans le vide. Donc, nous avons aussi comme information, quand je sélectionne un objet, par défaut, le panneau juste en dessous des Properties est ouvert dans l'onglet Object Properties. On peut zoomer un petit peu vers le haut, là on va voir le nom de ma géométrie et sa position dans l'espace. Donc l'espace, tout simplement, on peut voir au croisement des trois axes ce qu'on appellera le point d'origine, le zéro absolu. Nous sommes au centre de notre univers. En tout cas, nous humains sommes obligés de mettre un point de repère pour pouvoir nous déplacer dans l'espace. Et donc on peut voir qu'en sélectionnant par exemple la caméra, elle a déjà des positions ou des rotations. Le cube, lui, il est tout à 0. Et ici, on peut voir aussi les transformes de position et de rotation de la lumière. Donc à partir du moment où j'ai un objet sélectionné, on a une option qui va nous permettre de pouvoir tourner facilement autour de celui-ci. Toujours dans le menu View, comme tout à l'heure, nous avons la possibilité maintenant, ce coup-ci, pas All, mais Selected. Et là, automatiquement, le logiciel va cadrer la vue sur
ma sélection. Là, je vais dézoomer un petit peu et on va automatiquement tourner autour de celle-ci. Exactement comme on a fait pour notre frame all, on va faire un clic droit frame selected, add to quick favorite. Alors le raccourci, pour ceux qui ont un PC, vous les avez, donc le home pour le frame all et le numpad, le point du pavé numérique, sera l'option pour justement directement frame selected. On imagine, je viens sélectionner ma light dans mon panneau outliner, je vais dans ma vue 3D et j'appuie sur le point de mon pavé numérique et hop, automatiquement il a zoomé sur ma lampe. La caméra, hop, ainsi de suite, vous pouvez comme ça vous déplacer. Une autre solution consiste à utiliser le Alt et cliquer avec le bouton du milieu. C'est-à-dire que je ne reste pas appuyé. Je fais un Alt, clic molette, automatiquement il viendra focus là où je vais lui demander. Et je ferai ma rotation automatiquement autour de là où je l'aurais souhaité. Donc on imagine, je viens cliquer sur un coin de ma boîte ici, hop, automatiquement je tourne autour de ce point de référence de rotation. Ainsi de suite, c'est une façon aussi de se déplacer dans Blender. Dernière fonction qu'on va voir pour l'instant avec l'utilisation de notre souris, qui va initier l'utilisation du second outil de la barre d'outils. Donc pour l'instant, nous étions avec Select Box. D'ailleurs, je termine là-dessus. Select Box permet aussi de tracer un rectangle de sélection qui va me permettre comme ça de pouvoir sélectionner plusieurs objets en même temps. Vous avez aussi la possibilité donc de désélectionner en cliquant dans le vide, de sélectionner seulement 2 objets, etc. De combiner avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est avec le majuscule, on pourra quand même additionner des objets qui n'étaient pas par exemple dans notre lasso, ainsi de suite. Autre chose, si jamais vous voulez supprimer des objets, vous pouvez les sélectionner et vous appuyez soit sur le bouton Supr de votre clavier pour les supprimer. Si vous n'avez pas de bouton Supr sur les claviers Apple, vous pouvez appuyer sur X qui vous demandera de valider Delete. Ou alors, dernière solution, vous l'avez aussi dans votre clic droit, tout en bas, le Delete. À chaque fois, j'ai fait CTRL Z, qui consiste à revenir en arrière par rapport aux actions que j'aurais pu faire. Et donc là, dans Edit, Undo, ce qui me permet tout simplement de revenir en arrière et d'annuler tout simplement mon action. Donc maintenant, nous découvrons l'outil cursor que l'on retrouve dans la barre d'outils, mais que nous avons aussi comme raccourci avec le majuscule clic droit. Quand j'appuie sur majuscule clic droit, directement en fait, vous faites appel à l'outil cursor. Si j'étais en train d'utiliser l'outil cursor, c'est directement je clique gauche une fois que je l'ai. On va constater aussi qu'il est sensible à la case, aux faces. Par exemple, si je suis sur l'outil cursor, on voit bien que par défaut, Surface Project, ça veut dire tout simplement que quand je vais utiliser mon cursor, il va automatiquement repérer les faces. Attention, quand vous faites un cliquer glisser, il a tendance à rentrer dedans. Faites un simple juste majuscule clic droit, et toc, là il se positionnera vraiment sur une face. Donc ça vous permet de bouger le curseur. Le cursor a un menu dans Object. On va pouvoir, par exemple, pour notre cursor, Snap, donc c'est cursor to world origin. Si jamais vous avez besoin de remettre votre curseur à 0,0000, vous pouvez par le menu, donc Object Snap, le remettre à 0. On verra qu'il a plein d'options, ce cursor. Juste avant d'aller dans l'explication des possibilités du cursor, nous allons d'abord découvrir que nous pouvons directement switcher dans des vues orthogonales. Là, par exemple, en cliquant dans les pastilles de notre boussole 3D, de notre gizmo 3D, directement, à partir du moment où vous êtes dans une vue orthogonale, vous pouvez cliquer glisser pour revenir en perspective, identique dans notre fenêtre. Donc là, je suis avec ma molette enfoncée. Si jamais je veux aller dans une vue orthogonale, j'appuie sur Alt et je clique et glisse avec la molette. Tac. Et là, on voit, je suis, comme ça je l'indique aussi, dans la vue back orthographique. Si je continue de glisser, left, front, right, hop, top, front ou right, etc. et bottom. À n'importe quel moment, si je fais un cliquer-glisser, je reviendrai dans ma vue. Ce qui me permet de vous indiquer le positif ou le négatif d'un objet, ou un l'axe plutôt comment vous êtes orienté, si vous voyez le haut ou le bas. Dans l'assistant 3D, on voit ici, donc on a les positifs qui sont reliés par une branche au centre de l'outil,
alors que les négatifs ne sont pas reliés. Donc là, on voit tout de suite, ici, je pointe vers le positif. Donc là, c'est bien le dessus de ma scène, et de l'autre côté, le dessous. Donc, Alt, on peut comme ça directement passer d'une vue orthogonale. Donc là, si je veux mettre dans une vue, je vais mettre par exemple dans la vue face de mon objet. Hop, front orthographique, et ainsi de suite. Je peux revenir en perspective. Alt-clic molette, qui va me permettre donc de focus. Molette enfoncée, majuscule molette, contrôle molette. Donc ce sont les premières choses importantes, sélectionner, désélectionner, savoir s'orienter dans notre fenêtre. Donc voilà enfin l'utilisation de l'outil curseur. L'outil curseur va me permettre, comme je le disais, de pouvoir positionner cet outil que l'on voit dans notre vue, qui est dans les overlays. Je rappelle, pour afficher ou masquer ces superpositions, qu'on voit d'ailleurs indiquer ici, le curseur, mes yeux, 3D curseur, qui est visible donc du coup dans notre overlay. À quoi sert-il? Donc dans un premier temps, donc toujours dans ma vue 3D dans son menu, Add, Mesh, et on va mettre la mascotte de Blender, la tête de singe Monkey, qui s'appelle Suzanne. Désolé pour toutes les Suzannes, c'est comme ça que se nomme notre tête de singe dans Blender. Sachez qu'elle représente aussi quelque chose d'important. On revoit à nouveau nos conventions, le haut de notre tête, le bas de notre tête sur l'axe Z. On constatera que le moins Y, c'est bien la vue front, molette enfoncée pour revenir, hop, gauche et droite sur l'axe X, l'axe rouge. Donc là maintenant, on a constaté qu'on pouvait créer des objets à partir du moment où on a positionné notre curseur ailleurs qu'au point de départ. Donc on constate ici aussi, comme tout à l'heure, on peut s'amuser ici à venir utiliser les différents boutons radio pour pouvoir positionner notre géométrie. Ce que l'on va voir dans un second temps, c'est plutôt les outils directement de translation, de move, donc de déplacement et de rotation, de la barre d'outils. On apprendra progressivement à se passer de ces outils en utilisant des fonctions clavier. Donc là, tout simplement, quand je me mets sur l'outil Move, je vois un assistant visuel qui va me permettre de pouvoir me déplacer. Si vous ne le voyez pas, c'est tout simplement que vous avez cliqué sur ce bouton-là qui, lui, sera chargé d'afficher ou masquer les assistants, les gizmos, le nom qu'on leur donne. Et donc, tout bêtement, ici, on peut voir, je vais basculer mon affichage pour changer un peu la donne. Donc là, dans les boules que nous avons ici, je vais passer dans la première boule qui va me permettre de voir donc en filaire. Donc là, bien évidemment, si je vois mon objet, donc en fait, ça serait même mieux de rester en solide. Donc, on va voir comme ça les différentes possibilités que l'on aura avec l'overlay et compagnie. Donc là, ici, je reste en solide. On peut voir en zoomant un petit peu, ici, donc j'ai les trois axes de mon univers, rouge pour X, Y pour vert pour Y et bleu pour Z. Simplement, si jamais je me mets ma souris en cliquant sur une des flèches, je contrains en déplacement 1D ma géométrie. Pareil sur X, pareil sur Z. Nous pouvons voir aussi des espèces de petits carrés. Donc le carré rouge, en fait, c'est que je me déplace sans l'axe X. Comme le carré bleu, sans l'axe Z. Et le carré vert, sans l'axe Y. Alors il est très tentant au départ d'utiliser le petit rond blanc qui est en plein centre. Sachez que lui se déplacera par rapport à là où vous regardez. Donc il faudra bien évidemment y arriver à un moment donné. Mais ça veut dire que d'abord vous vous orientez et ensuite vous utilisez le rond blanc. Donc je rappelle, Frame Selected avec mon Quick Menu ou le point du pavé numérique. Et là, on peut venir comme ça, positionner en 3D. Donc on voit bien ici les trois cases qui bougent à chaque fois, en 1D ou en 2D. Donc nous allons faire un petit exercice pratique qui va nous permettre de revoir un peu tout ce qu'on a pu voir depuis le début. Donc je vais déjà me faire un file New Général. Je ne sauvegarde pas cette scène-là. Majuscule, alors attention, moi il faut que j'ouvre mon panneau latéral pour pouvoir vous montrer la suite avec l'affichage de ce que je peux utiliser au clavier ou à la souris.
Donc là, le majuscule clic droit qui va me permettre de positionner par exemple mon curseur au-dessus de ma boîte et y ajouter un mesh monkey. Donc l'exercice va être de positionner correctement notre tête sur notre boîte, tout bêtement. Je conseille de passer au départ par des vues orthogonales. Donc là par exemple, si je me mets sur la vue X, le côté, je vais pouvoir déjà ici, grâce à l'overlay, voir ma géométrie en superposition. Et donc là, on imagine en prenant le déplacement, je vais pouvoir par exemple grimper un petit peu ma tête et venir chercher par exemple la rotation. La rotation fonctionne exactement comme le move. On retrouvera les différents codes couleurs. Le blanc, là en l'occurrence, étant donné que je suis dans une vue orthogonale de côté, sera identique au rouge. C'est-à-dire que là, ça veut dire que je fais pivoter mon objet autour de l'axe représenté par le cercle. Donc si je prends le rouge, c'est la même chose, comme on a pu le voir, juste comme je l'ai fait juste avant. Vous pouvez à n'importe quel moment, tant que vous ne lâchez pas votre clic gauche, donc l'action en cours, faire un clic droit qui vous permettra d'annuler l'action justement en cours. Là, l'axe vert me permettrait de pivoter, mais dans cette vue-là, ça ne sera pas évident, et non plus de faire pivoter sur l'axe de la hauteur. Donc là, dans cette vue-là, je vais d'abord lui demander, hop, un petit peu d'avoir ça qui se positionne bien. On peut prendre après l'outil Move, pourquoi pas aussi en 2D, tant que je suis ici, là, dans une vue. Ou sinon, je prends le petit carré qui est ici, ou sinon, j'y vais progressivement, une flèche après l'autre. Donc là, on voit qu'on va pouvoir à nouveau venir réorienter un peu mieux notre bête. Pour l'instant, elle est posée dans cette vue. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec ça. On imagine qu'on veut du coup maintenant la faire pivoter. Donc là, je ne vais pas hésiter à utiliser par exemple la vue front, Y négatif. Et je vérifie sur mes deux vues que tout colle bien, que je n'ai pas décollé. Donc là, on peut voir que ce n'est pas forcément la bonne chose. Voilà. Donc là, j'utilise le Y. Vous voyez, tout simplement pour avoir le bas de mon oreille qui correspond avec le bas de la tête. Comme ça, après, je sais que quand je vais me mettre dans la vue front, je vais pouvoir ici plus facilement mettre tout sur un même plan. Et là, grâce au move, je vais positionner un petit peu ma tête comme ça, je vérifie ce que ça donne en 3D. Je ne vais pas hésiter à lui donner une petite rotation sur la hauteur, l'axe Z. Donc là, on constatera, comme ça j'en profite, hein, ici, comme pour le déplacer, on peut tourner par rapport à là où on regarde, tourner par rapport à nos axes, et quand on est entre nos axes, ici, on a une rotation libre. Et je rappelle, clic droit pour annuler l'action en cours. Là, je vais juste lui faire une légère rotation autour de l'axe Z, et pourquoi pas le positionner un peu mieux, là, en prenant tout sauf Z, et en posant comme ça ma tête sur une boîte. Alors attention, là, je vois que, par exemple, c'est pas génial. Donc je reprends la rotation, je vais tourner par rapport à là où je regarde dans ce cas-là. Toc. Et on vient positionner ça mieux. Et là, on est beaucoup mieux. Dans cette partie, nous allons du coup maintenant regarder comment utiliser un peu l'affichage de Blender. Donc comme je montrais tout à l'heure rapidement, on a la possibilité de voir en filaire. Donc là, par exemple, je le désélectionne en cliquant dans le vide. Le filaire donc, me permettra de voir les lignes. Le solide, les faces. On verra qu'il y a quelques options qui peuvent améliorer l'affichage déjà dans notre vue solide. Nous avons, donc celui-ci, nous ne l'explorons pas pour le moment, mais le bouton qui permet de voir les matériaux, donc ce qui habillera vos géométries, donc avec des couleurs, des photos, ce qu'on appelle des textures, des images. Et le dernier, qui est le Render Previews, qui va vous permettre simplement de voir, avec les réglages de l'environnement de Blender, la lumière qui est déjà présente, tout simplement. Maintenant, comme on s'est déplacé, je vais pouvoir la déplacer et voir en temps réel, grâce au Render Preview, notre lumière dans notre scène. Donc là, tout simplement, dans les paramètres, les propriétés, pardon, vous aurez du coup ici une petite ampoule. On reverra d'ailleurs à chaque fois une icône correspondant à votre sélection. Donc si je sélectionne ma lumière, ici je vois bien dans cet onglet-là, qui s'appelle donc les Data Properties, la possibilité d'aller jouer sur les paramètres de ma lumière. Et tout simplement, ici, on va pouvoir voir la première case qui est la couleur. Donc là, je vous conseille vraiment d'utiliser directement le HSV, sinon on a des fonctions RGB et hexa. Donc hexadécimal, sachez que maintenant la plupart, c'est la norme un peu dans tout ce qui sera outil
création web, etc. Donc l'HSV, c'est la High Saturation Value, qui est assez simple à comprendre. Le V-Value, c'est tout simplement changer du blanc au noir notre valeur. La saturation va tout simplement ici vous permettre de choisir si vous êtes plus vers le blanc ou vers la couleur principale. Et le height, donc là je vais mettre à peu près au milieu, va tout simplement choisir la couleur dans le spectre RVB. Et comme ça, vous avez accès à plus de 60 millions de couleurs en faisant varier uniquement ces valeurs. Bien évidemment, rarement vous utiliserez ça, sauf si vous avez des besoins pour travailler pour des plaquettes précises avec des couleurs précises. Vous pourrez utiliser les versions hexadécimales ou RGB, bien évidemment. Pour le RGB, on y reviendra parce que le RGB a une fonctionnalité d'affichage qui est en 1 pour 256. Et donc, on verra comment ceux qui travaillent avec des logiciels web, comment modifier ça assez simplement. Donc en tout cas, ici, comme ça, nous pourrons choisir une couleur pour notre lumière et nous verrons à partir du moment où on est dans Render Preview. Dans les autres modes, nous ne le verrons pas. Il faut être en Render Preview pour le voir. Et donc là, par exemple, je vais mettre une couleur un peu plus comme ça, etc. Et de pouvoir ici, hop, changer au cas où la valeur, tout simplement, toujours avec mon cliquer-glisser dans mon bouton. Vous pouvez bien évidemment aussi rentrer une valeur numérique directement. Donc c'est physique, plus je serai rapproché, hop, plus la lumière sera importante. On peut, comme on l'a vu à un moment donné, ajouter les fonctions de copie. Donc vous l'avez directement dans votre clic droit. Par exemple, copy object, automatiquement, si je fais clic droit, paste object, il aura dupliqué ma lumière que je vais pouvoir déplacer. Et donc là, ça me fait une deuxième source de lumière. Par exemple, lui changer sa couleur. Attention, là je suis en train de modifier la première couleur. C'est bien cette lumière-là que je veux sélectionner et modifier, donc pas se tromper. Donc là, il faut faire une lumière un petit peu d'arrière, comme ça. Apprendre à utiliser un peu toutes les fonctions de déplacement. Lui, je vais le déplacer aussi un petit peu par là pour le moment. On va le saturer un peu. Hein. Toc, mettre plus de watts. Comme cela. Et maintenant, je veux dupliquer directement ma lumière plutôt que de la copier-coller. Donc, clic droit, Duplicate Object. Et là, je peux l'emmener par ici, celle-ci, par exemple. Là, je vais lui faire une couleur légèrement saumonée, avec moins de watts. Et j'en voudrais une deuxième qui soit par ici. C'est la fonction Object Duplicate Linked, que vous avez aussi donc dans votre clic droit, Duplicate Linked. Ça voudra dire tout simplement que si jamais vous modifiez cette lampe-là, l'autre aussi sera modifié. Donc on imagine, là, si je les passe par exemple en rouge pétant, etc., c'est mes deux lumières qui vont projeter du rouge. Donc on imagine, là, pareil, si je veux légèrement les teinter. Toc. Là, on va remettre 1000 watts. Comme cela. Donc là, vous avez comme ça la possibilité de masquer les gizmos, l'overlay. Et attention, je vais bien le rajouter avant dans mes quick favorites. Dans le menu Windows tout en haut, vous avez la possibilité de toggle Windows full screen. Donc pour revenir, donc comme toggle c'est passé on-off, à tout quick favorite. Comme ça, là je clique gauche, je suis en full screen. Si je veux revenir en normal, toggle Windows full screen, comme ça. Donc là c'est juste la barre qui va sauter. Par contre, si jamais je veux carrément plus voir tous mes boutons et compagnie, vous avez la possibilité de le faire. Donc on peut aussi tout masquer, les tools, etc. Mais je vais vous montrer. Donc là, on va dans le menu View, Area, Toggle Full Screen Area. Pareil, je vais l'ajouter aussi au Quick Favorite. Ce qui va me permettre, comme ça, quand je fais Q, Toggle Full Screen Area. Full Screen Area, il est là. Voilà, et là je suis en full screen complet.
Alors là, du coup, comme je vois la barre en haut, hop, toggle Windows Full Screen, hop, et là, il n'y a plus rien du tout que mon affichage d'overlay du montage vidéo. Voilà, donc là, ça c'est la fin des grosses bases. Donc maintenant, nous allons, pour terminer notre tour des bases de Blender, entrer dans un mode d'édition dans la suite. À tout de suite. Donc déjà, je vais sauvegarder ma première scène, File, Save, et je vais lui donner un nom, par exemple, base .001. Et pourquoi .001? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si je fais Save, Blender File, mon fichier est sauvegardé. Maintenant, si je fais File, Save As, je vais pouvoir simplement augmenter la version avec le plus ou le moins que l'on voit ici. En rouge, il m'indique que la scène existe déjà dans mon dossier et que tout simplement, bah, je vais l'effacer. Là, je crée une nouvelle version. Donc là, je n'ai pas besoin de nouvelle version, c'est pour vous montrer. À partir du moment où je vais faire File Open, petite information aussi, pour éviter d'hériter de l'interface qui aura pu être modifiée par l'utilisateur, sur le panneau latéral, vous avez une petite flèche ici. Vous cliquez sur le bouton, la petite roue ici, qui vous permettra d'ouvrir ce menu. Et vous pouvez comme ça ouvrir un fichier sans charger l'interface utilisateur modifiée ou pas par le créateur du fichier. Donc maintenant, donc là je vais faire File, New, Général. Et comme on peut le constater, par défaut, c'est notre cube qui est sélectionné. Comme je le disais juste avant, tout ce que l'on va créer dans notre univers, dans nos scènes, seront des objets. Je vais dans Object Mode, ici, on peut voir le cube a différentes options, alors que ma caméra, comme ma lumière, n'auront que l'Object Mode. Le cube, lui, par exemple, on va directement aller dans le mode Edit. On peut constater tout simplement la présence maintenant de beaucoup plus d'outils dans notre barre d'outils. Cette barre d'outils, d'ailleurs, vous pouvez cliquer glisser pour l'élargir soit en deux colonnes, et en cliquant glissant un corps, en afficher le nom. Par défaut, comme on peut le constater, tout est sélectionné. Un simple clic dans le vide, je désélectionne. Si je fais un cliquer glisser avec mon Select Box d'activer, on va avoir l'impression de tout avoir sélectionné. Alors je vais tourner autour de ma boîte et on va bien voir que par défaut, en Solid Mode, nous ne sélectionnera que les points que nous voyons. Bien évidemment, je pourrais avec majuscule ajouter ce point. Ça pour vous initier, donc en édition, vous verrez que c'est très pratique, en Object Mode aussi, mais vous pouvez utiliser la fonction de transparence, le toggle X-Ray, qui me permet du coup, là si je fais un rectangle de sélection, on voit bien que je sélectionne tout ce qui est dans mon lasso de sélection. Ainsi de suite. Donc maintenant qu'on s'est sélectionné, donc là on constate les choses que nous sélectionnons sont les sommets, les vertex en anglais. Nous avons la possibilité ici de choisir directement la sélection d'edge ou de face. La seule particularité, quand on n'est pas en mode X-Way, je clique sur ma face n'importe où pour la sélectionner, celle que je vois. Par contre, si je suis en mode X-Way, un petit point m'indiquera tout simplement le centre de cette face. Donc là, sur un cube, c'est pour l'instant facile de repérer quelle face on veut sélectionner. Mais dès que notre objet sera un peu plus complexe, bien évidemment, ça sera plus difficile. Mais progressivement, on arrivera toujours à sélectionner ce que l'on veut. On verra ça sur des cas concrets. Donc là, on imagine, comme nous avons vu par exemple sur les objets, nous avons la possibilité d'utiliser Move en sélectionnant une face par exemple et en la déplaçant. On pourra utiliser les rotates, etc. Là, ce que je vais vous montrer, c'est directement en édition la possibilité de créer d'autres arêtes pour donner une forme à notre géométrie. Donc le cas concret que l'on va réaliser ici, ce sera une petite ferme, une petite maisonnette au départ, et une ferme ensuite, avec uniquement le Move et l'outil Extrude Région, qui est tout simplement l'outil vraiment représentant la 3D.
Son nom est international. Extrude, vous le trouvez en anglais, en chinois, en russe, en tout ce que vous voulez, en hollandais. Extruder signifie de son volume, j'en fais, de ma sélection 2D, j'en fais une sélection, moi, un volume 3D. Alors attention, le cercle blanc, comme on l'a vu pour le move et le rotate, c'est par rapport à là où je regarde. Donc là, si je clique comme ça, automatiquement, je vais tout simplement créer une nouvelle face, mais par rapport à mon orientation dans ma fenêtre. Donc on se rappelle, Edit, Undo, CTRL Z pour annuler. Vous avez une pastille jaune qui vous permettra de créer une nouvelle, un volume de votre sélection, en cliquant en glissant. Et hop, vous avez créé un volume. Donc les arêtes ici sont restées, ça m'a créé des nouvelles arêtes, des nouveaux sommets. Et qui du coup, si jamais je sélectionne par exemple le mode Edge avec l'outil Move, ici je vais pouvoir sélectionner uniquement cette arête et la déplacer sur la hauteur pour créer la pente de mon toit. On imagine maintenant je veux que ma maison soit un petit peu plus épaisse, je vais passer en mode face. Sélectionner, alors attention ici elle se superpose, je m'incline un peu pour mieux voir. Sélectionner les deux faces qui sont par ici, sinon j'enlève tout simplement là, le X-Ray, la transparence, majuscule pour sélectionner mes deux faces, et là je peux les déplacer. Ne jamais confondre déplacer et extruder. Là, mettons que je vais changer la taille, aucun problème. Par contre, si jamais je veux faire un virage ici, je vais avoir besoin d'une arête. Donc tout simplement, à ce stade-là, je reprends l'outil Extrude Région, et je peux créer comme ça une découpe supplémentaire qui va me permettre, je suis toujours avec l'outil Extrude Région, donc je passe directement sur cette surface-là, d'en extruder cette face-là. Et à partir d'ici, je vais pouvoir, par exemple, tout bêtement, on va imaginer, prendre le mode Edge, sélectionner l'arête qui est au-dessus, prendre l'outil de déplacement, Move, et la baisser en Z. Et là, on a une petite maison déjà, type Monopoly, version bretonne avec appentis. On imagine en passant en transparence, soit par le wireframe, soit par le solid mode, avec la fonction d'overlay. Là, je vais pouvoir sélectionner par exemple, en cadrant uniquement les arêtes qui sont au centre, grâce à la transparence, et pouvoir changer n'importe quelle chose de la forme que je veux. Donc là, en continuant mon exercice, là par exemple, je vais faire une autre extrusion. Donc là, je sors du menu, de la transparence, et je vais comme ça, pour pouvoir comme ça continuer à la voler mes extrusions. Donc là, j'en veux une, encore une grosse comme ça. Là, je peux prendre mon panneau ici, que je vais bouger vers le haut, par exemple, pour faire une pente de toit de ce côté-là. Une extrusion avec toujours l'outil extruder. On apprendra à l'utiliser d'une autre manière. Là, je veux faire par exemple un toit pointu. Donc tout simplement, nous allons faire une nouvelle extrusion et apprendre à utiliser l'outil Scale. L'outil Scale, on évite de l'utiliser en mode objet. On garde toujours un objet à une échelle 1. Par contre, là, je vais pouvoir utiliser les différentes options de mon outil pour venir faire comme ça la forme de mon toit. Hop, je peux l'écraser beaucoup plus ici. Et on peut continuer comme ça, ainsi de suite. Hop. Ici, je vais m'amuser à prendre uniquement l'arête avec un move. Toc. Et donc là, on va continuer. On va refaire un petit retour. Donc là, je passe en mode face. Alors si vous voulez les raccourcis qui sont intéressants à connaître pour switcher dans les différents modes, vertex, edge ou face, c'est 1, 2, 3 du haut du clavier. Ça me permet comme ça de switcher dans les différents modes. Ah oui, d'ailleurs, je n'affiche plus le shortcut. Et voilà. Et donc là, si jamais je déplace, forcément, l'arête ici va suivre. Donc là, je vais venir chercher l'outil Extrude. Hop. Et je voudrais faire un virage. Alors, je vais me le faire en light. Donc là, je passe par exemple en mode Edge avec l'outil Move. Et je vais venir par exemple ici chercher
un angle, mais on verra qu'on pourra faire ça autrement. Et là, je vais faire une extrusion où je vais sélectionner mes deux faces, donc en mode face. Dont je vais utiliser une fonction qui va me permettre d'extruder, mais par rapport à un axe. Donc là, par exemple, si j'extrude, par défaut, il me propose normal. Donc c'est tout simplement, il choisit de mettre au mieux par rapport à votre sélection la tangence des faces pour en créer leur volume. On imagine en plus simple, si je me mets par exemple ici, automatiquement, chaque face, quand on la sélectionne, me permettrait là, de partir dans un sens comme ça. CTRL Z, là j'annule. Majuscule, je sélectionne la deuxième. Cliquez, glisser. Vous voyez, je peux faire comme ça un volume directement. Donc là, si jamais je choisis la fonction X, Y, Z, je vais pouvoir extruder directement ici par X. Je voudrais réaplatir cette forme-là. En prenant mon axe Z, ici, je vais pouvoir comme ça venir dézoomer. Hop. L'écraser sur l'axe X. Juste une petite initiation. On pourrait très bien lui dire S pour échelle, sur l'axe X, et je tape 0 au clavier. Toc. Et là, pourquoi pas une dernière petite extrusion, dont je vais venir maintenant ici computer les deux pour faire... Hop là, on est content. Donc là, j'essaye rapidement de créer comme ça une cour, dont je vais venir ici, extruder deux fois. Alors, hop, on prend l'outil extruder. Ici, par exemple, si je prends ces quatre faces-là, que j'extrude vers le haut, pareil, ici, si je veux écraser tout ça, alors on pourrait très bien aussi lui demander dans des options là-haut pour les rendre planaires, mais le mieux, c'est d'utiliser l'échelle, mais directement avec raccourci clavier. S sur l'axe Z, S, Z, 0. Toc. Et là, par exemple, donc là, je peux, par la transparence, comme on l'a vu tout à l'heure, hop, venir sélectionner uniquement là, ces vertex-là. Donc là, je passe en Select Box. J'hésite pas à me mettre, par exemple, dans une vue orthogonale. Je reprends mon Move pour venir ici me caler plus ou moins bien, comme cela. Après, on peut, pourquoi pas, hop, vérifier. Donc là, je suis à peu près à la bonne hauteur. On va prendre par exemple que ces points-là, majuscule, et pourquoi pas à nouveau dans une vue axiale, venir ici donner à peu près la même pente de toit que l'autre toit. Et donc là, voilà, on a fait comme ça une petite fermette. J'enlève la transparence. Ah, on voit que j'ai oublié un sommet ici, je vais tout simplement le rebaisser. C'est pas grave si on n'est pas... Donc là, on voit que ça, c'est pas joli. Là, je prends ce point-là, majuscule, ce point-là, que je vais tout simplement rebaisser un peu, là, pour venir chercher cette pente-là. Donc il faudra de toute manière toujours tourner dans vos scènes 3D pour comprendre ce que vous faites. Donc là, maintenant, on pourrait dire qu'il nous manque juste un sol. Donc je vais me remettre en Object Mode. Add Mesh Plane. Donc là, on voit, il s'est recréé là où se situait mon curseur. Je vais directement en Edit Mode. Grâce à la transparence et en sélectionnant bien les bordures, je vais pouvoir me mettre en vue de dessus, par exemple. Sélectionner une bordure, la déplacer pour qu'elle vienne, hop, comme ça, dépasser un peu de mon objet. Je vérifie. Donc là, je me dis, il y a beaucoup trop d'éléments dessous. Donc hop, je vais tout simplement la baisser l'ensemble, donc en mode object. On va venir le déplacer là pour qu'il vienne légèrement se poser comme cela. Donc là, on a pu mettre comme ça avec que quelques extrusions
On a vu une fonctionnalité de raccourci un peu avancée avec le scale. On verra pour le move et le rotate plus tard. Mais ça vous permet comme ça de vous attendre à avoir à maîtriser Blender avec quelques raccourcis clavier. Dernière chose qu'on va pouvoir faire ici. Donc je vais réactiver mon mode Render Preview. Et ici, on va pouvoir s'amuser comme ça, à venir créer donc une ambiance. Donc là, par exemple, je vais mettre des paramètres à ma lumière comme cela. Là, j'hésite pas à me mettre en vue de dessus. On va la dupliquer avec la fonction Object Duplicate Linked, celle-ci. Toc. Comme ça, les deux seront identiques. Majuscule pour les sélectionner si je veux qu'elles soient plus basses. Comme ça. Je peux faire un majuscule, par exemple, clic droit, comme on a fait au tout début, pour positionner mon curseur ici. Add Light Point. Celle-ci, je vais la mettre un peu plus comme ça en retrait, avec une couleur dans les teintes plutôt bleues, avec pourquoi pas 1000 watts aussi, pour me donner comme ça une ambiance générale. À ma petite fermette. On imagine CTRL-C, CTRL-V. Ici, on va se créer une lumière un petit peu plus chaude. Attention, quand vous faites CTRL-C, CTRL-V, c'est la lumière que vous aviez sélectionnée pour la copie qui va rester sélectionnée. Donc, il faut bien sélectionner la nouvelle pour en changer ses paramètres. Et là, on va la mettre légèrement chaude, celle-là. Toc. Et jouer comme ça à mettre tout en application dans notre vue 3D. Où on peut masquer les gizmos, l'overlay, et grâce à nos quicks favorites que nous avons créés, Q, Toggle Full Screen, Q, Full Screen Arena. Et là, je suis dans ma première scène 3D, où on aura appris pas mal de choses. Sélectionner, se déplacer, créer, éditer. En gros, les mots, pour les axes principaux de ce qu'on aura pu voir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour la semaine 2 des bases.